Bonjour tout le monde et bienvenue pour l'actu politique de la semaine. Cette semaine c'est très chargé parce que je vais vous parler de plusieurs sujets. D'abord la destitution d'Emmanuel Macron qui avance bien puisque le bureau de l'Assemblée nationale a validé la demande de destitution et que donc on va en discuter en commission des lois. Je vais vous parler de ça. Je vais vous parler d'Éric Coquerel et de Charles de Courson qui sont allés demander des documents d'abord à Matignon puis à Bercy mais qui ont eu une fin de non-recevoir, ce qui est un scandale démocratique absolu, ça je vais vous en parler. Ensuite je vous parlerai d'Aurore Bergé et du scandale du mensonge d'Aurore Bergé qui a menti sous serment à l'Assemblée nationale et c'est juste puni normalement de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, donc c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et enfin, je vous donnerai un petit bilan de la fête de l'humanité parce que c'était ce week-end, j'y étais présent, ça a donné lieu d'ailleurs à quelques échanges avec le journal Le Figaro auxquels je ne m'attendais pas, mais bon, je vais vous en parler un peu aussi en fin de vidéo. Et avant de commencer, je veux vous remercier parce que la semaine dernière, vous avez été plus de 50 000 à regarder la vidéo de l'actu politique. Donc nous, ça nous fait très plaisir à mon équipe et à moi parce que ça veut dire que le travail qu'on fournit vous intéresse beaucoup. J'invite celles et ceux qui découvriraient ces actus politiques à s'abonner à ma chaîne YouTube en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Comme ça, vous êtes prévenus chaque fois qu'on publie la vidéo d'actu politique de la semaine. Et on commence donc sans plus attendre avec le premier thème qui est la destitution d'Emmanuel Macron. Alors que n'a-t-on entendu sur la destitution d'Emmanuel Macron? On nous a dit, nous les insoumis, que nous étions des irresponsables, des gens qui veulent le chaos, que sais-je encore, alors que nous ne faisons qu'utiliser un article de la Constitution, l'article 68, qui permet de destituer le président de la République en cas de manquement grave à ses devoirs. Nous, les insoumis, on considère que c'est un manquement grave à ses devoirs d'avoir nommé Premier ministre quelqu'un qui a fait 5% aux élections, tandis que M. Macron a refusé de nommer Lucie Castet, qui est membre du Nouveau Front Populaire, qui lui a gagné les élections. Alors vraiment, M. Macron a un problème avec le fait que le Nouveau Front Populaire ait gagné les élections, mais il va falloir qu'il s'y fasse, de même que Mme Braun-Pivet va devoir s'y faire, puisque elle ne tolère pas le fait que désormais elle soit minoritaire dans le bureau de l'Assemblée nationale, et c'est justement ce dont je vais vous parler maintenant. Parce qu'on nous a dit, donc petit 1, qu'on était le chaos, petit 2, que ça ne servait à rien, parce que cette motion de destitution ne passerait pas les étapes qu'il y a à passer pour pouvoir aboutir à la destitution du président de la République. Eh bien perdu pour ceux qui nous disaient que c'était impossible, puisque nous avons déjà passé 2 étapes sur celles qu'il y a à franchir. La première étape, c'était la plus simple, c'était celle de déposer la motion de destitution. Pour ça, il fallait 58 députés, et nous l'avons fait. Les 58 députés, c'est facile, on les a, nous, tout seuls, les insoumis, vu qu'on est 72. Donc non seulement on l'a fait avec les 72 insoumis, mais il y a en plus 9 autres députés qui se sont joints à nous, notamment du groupe écologiste. Ça, c'était la première étape, la plus facile d'entre elles, déposer la motion de destitution. Puis il y a la deuxième étape, qui est le fait que le bureau transmette à l'Assemblée nationale la motion de destitution. Le bureau de l'Assemblée nationale, c'est une institution un petit peu obscure, dont on entend peu parler, mais dont vous allez entendre davantage parler aujourd'hui, puisque cette instance a beaucoup de pouvoir. Par exemple, quand même, transmettre une motion de destitution, c'est pas un petit pouvoir du bureau de l'Assemblée nationale, et que, même si les macronistes refusent de le reconnaître, eh bien, comme le Nouveau Front Populaire a gagné les élections, nous sommes désormais majoritaires à l'intérieur de ce bureau de l'Assemblée nationale. Très précisément, nous avons réussi donc à faire passer cette motion de destitution par 12 personnes pour et 10 personnes qui étaient contre. Donc, sur un total de 22, 12 pour, 10 contre, la motion de destitution passe à l'étape d'après. Donc déjà petit 1, on nous avait dit que ça passerait pas cette étape-là, et ben voilà, c'est passé. Que va-t-il se passer maintenant? La motion de destitution doit arriver en commission des lois, qui est ma commission, comme vous le savez peut-être pour ceux qui suivent mes vidéos. Ça passe en commission des lois, il faut une majorité simple, et ensuite ça doit aller à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, et là il faut une majorité des 2/3. Alors encore une fois, que n'entend-on sur le sujet? Madame Le Pen qui nous dit « Mais cette motion de destitution n'a aucune chance de passer, c'est l'agitation de la France insoumise. » Enfin pardon, mais tous ceux qui nous disent que nous faisons ça alors que nous savons que ça n'a aucune chance de passer, qui commencent par voter la motion de destitution. Si tous ceux qui disent qu'ils sont contre Emmanuel Macron votent la motion de destitution, elle passe. Parce que les macronistes dans l'Assemblée nationale, ils représentent moins d'un tiers des députés. Donc il y a largement la majorité simple qu'il faut en commission des lois et largement la majorité des 2/3 qu'il faut en hémicycle à l'Assemblée nationale pour que cette motion de destitution passe. Bilan des courses, moi je vous invite à écrire
à vos députés pour leur demander ce qu'ils comptent faire sur le vote de la motion de destitution. En particulier, si votre député est membre de la commission des lois, ça pour le savoir, c'est pas très difficile. Vous allez sur le site de l'Assemblée nationale, vous regardez votre député, vous regardez de quelle commission il est membre, et s'il est membre de la commission des lois en particulier, c'est le moment de lui écrire pour lui demander de voter la destitution du président de la République. Alors il y a d'autres choses que vous pouvez faire, parce qu'on a besoin d'un soutien populaire pour que cette motion de destitution avance. Premièrement, continuez à signer la pétition macron-destitution.fr parce que ce site internet, il recueille des signatures pour la motion de destitution et on est déjà à plus de 310 000 personnes au moment où je tourne cette vidéo qui ont signé pour la destitution du président de la République. Donc ça donne un peu du courage aux députés, on va dire ça comme ça. Et puis deuxièmement, vous mobilisez dans la rue. Et il y a notamment la date du 21 septembre qui est appelée pour des mobilisations partout en France. À Paris, ça sera place de la Bastille à 14 h. À Marseille, je crois que c'est place du Prado, il me semble, à 14 h. En tout cas, regardez parce que je sais qu'il y a une mobilisation à Marseille. Mais il faut en organiser partout en France. Le 21 septembre, pourquoi? Parce que c'est la date anniversaire de la République, celle que nous avons fait en 1792 en chassant le monarque de l'époque qui était Louis XVI. Voilà ce que vous pouvez faire sur le terrain pour faire avancer cette motion de destitution. Et elle est d'autant plus nécessaire qu'en ce moment, il y a un deuxième coup de force qui est en train de se produire dans le cadre des travaux parlementaires. C'est que normalement, une des missions centrales de l'Assemblée nationale, d'ailleurs, la manière même dont est née l'Assemblée nationale, c'était ça, c'est le vote du budget. C'est la question de lever des impôts, de baisser des impôts et de décider ce qu'on fait comme dépenses avec l'argent de l'ensemble des contribuables. Ça, c'est une mission centrale de l'Assemblée nationale. Le cœur de la démocratie, il est sur le vote du budget. Et je vous ai dit que l'Assemblée nationale était née comme ça, parce que si vous vous souvenez de vos cours d'histoire, je ne vais pas revenir dans le détail, mais si vous vous souvenez de vos cours d'histoire, les États généraux, ils naissent sur cette base-là d'une levée d'impôts supplémentaires que veut faire le roi, et c'est à ce moment-là que les États généraux deviennent Assemblée nationale, et l'aboutissement de ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on finit par virer le roi, et par avoir des représentants de la nation qui décident au service de la nation et pas au service d'un seul. Là, on est un peu dans cette situation-là, parce qu'il y a donc Monsieur Macron, le monarque d'un côté, et puis de l'autre côté, les députés qui ont donc été élus en juillet dernier, après que le monarque a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, c'est quand même lui qui a décidé de faire ça, et figurez-vous qu'en fait, normalement, le travail sur le budget, il commence dès la période où là, on était autour de la fin des élections. Ça commence autour du mois de juin, juillet, les premiers travaux sur les questions budgétaires. Sauf que là, patatras, comme il y a eu la dissolution et comme il y a beaucoup d'ailleurs de ministres qui ont été candidats aux élections, vu qu'ils étaient quand même 17 députés ministres à la fin, tout ça a pris beaucoup de retard. Si bien que, alors que la loi prévoit que normalement c'est au 1er octobre qu'on commence l'examen du budget à l'Assemblée nationale, là déjà on va commencer autour du 9 octobre. Donc vous voyez déjà, on a au moins 10 jours dans la vue à cet endroit-là. Mais c'est pas fini, parce que pour pouvoir travailler sur un budget, faut pas vous dire que c'est un truc tout simple. Quand on parle du budget de la nation, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de chiffres qu'il faut avoir en tête, et à ces chiffres correspondent des politiques publiques. Donc, si vous voulez être un peu sérieux sur le travail sur le budget, faut pas arriver comme ça en commission des finances ou à l'Assemblée nationale en n'ayant pas bossé. Non, c'est l'inverse. Il y a des documents budgétaires, par exemple les bleus budgétaires. Il y a plein de documents budgétaires que quand vous êtes député, vous devez étudier avant d'aller sur le vote du budget. Moi, par exemple, pour vous prendre quelque chose qui concerne ma commission, en commission des lois, on est saisi sur les questions sécurité, justice, immigration, et un certain nombre d'autres sujets, les collectivités territoriales, je vous passe sur les détails, mais ce qu'on fait généralement, c'est qu'on travaille sur les documents budgétaires avant, pour pouvoir ensuite houspiller les ministres en disant dis donc, l'année dernière il y avait beaucoup plus d'argent que ça, pourquoi cette année il y en a moins? Et puis nous-mêmes défendre nos amendements en disant nous on a vu qu'il y avait de l'argent qu'on pouvait récupérer à tel endroit et qu'on voudrait plutôt investir dans tel endroit. Vous voyez, c'est un travail de fond et vous vous rendez bien compte, comme ça, comme je vous le raconte, que ça demande du boulot pour préparer les endroits où on peut retirer de l'argent, les endroits où on peut en ajouter. C'est pas un travail qui est simple. Et précisément, ce qu'on ne peut pas faire, c'est ce travail-là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les lettres plafond, c'est-à-dire les documents qui sont envoyés par Matignon aux différents ministères pour dire cette année, vous devez préparer un budget qui est un budget dans ce niveau-là de dépenses maximales. Et ces lettres plafond, elles sont indispensables pour savoir justement qu'est-ce qui est prévu comme budget maximal pour chacun des ministères. Et donc, par déduction, quelles sont les coupes budgétaires qui sont réalisées, vu que le gouvernement est en train de préparer un budget en baisse, nous dit-on pour l'instant de 10 milliards d'euros, mais si on doit suivre les avis de la Commission européenne, il faudrait carrément couper 80 milliards d'euros de dépenses.
Donc là, on est dans un flou absolu parce qu'on ne sait pas si on va être plutôt dans le cadrage un peu général qui nous semblait avoir été indiqué au début, moins 10 milliards, ou bien si on va être dans un cadrage qui est plutôt en rapport avec celui de la Commission européenne, et compte tenu du fait qu'on a M. Barnier comme Premier ministre, il est plus vraisemblable qu'on ait des très très grosses coupes budgétaires, raison pour laquelle Éric Coquerel, le président de la Commission des Finances, est allé à Matignon pour demander les documents budgétaires dont il y a besoin pour qu'il puisse avancer sur le travail d'étude du budget. Parce que figurez-vous que c'est un des pouvoirs du président de la Commission des Finances, c'est d'aller demander les documents sur place quand le gouvernement les lui a pas donnés. Bah oui, figurez-vous que la Constitution, alors au moment où on l'a prévu, on essayait de faire des choses à peu près démocratiques, mais la Constitution donne aux députés un pouvoir de contrôle du gouvernement. Et ce pouvoir de contrôle, c'est pas un petit truc en l'air comme ça, non. Pour ce qui concerne le président de la Commission des Finances et le rapporteur général du budget, qui est M. Charles de Courson, qui n'est pas un insoumis, qui est du groupe Lyot, eh ben, ce pouvoir de contrôle, il implique le fait d'aller chercher littéralement les documents dans les ministères quand les ministres veulent pas le donner. Bah oui, on est là pour contrôler l'exécutif, donc c'est ce pouvoir-là qu'on a. Et figurez-vous que donc Éric Coquerel et Charles de Courson sont allés d'abord à Matignon, les documents ne leur ont pas été donnés, donc ils ont dit, ben, puisqu'on ne les donne pas à Matignon, on va aller à Bercy, rebelote à Bercy, on ne leur donne pas les documents. Ça, c'est un déni de démocratie considérable. C'est pas normal en fait que M. Barnier et les ministres d'Emmanuel Macron puissent s'exonérer comme ça des règles constitutionnelles qui sont prévues. Vraiment, il y a un problème dans la conception des macronistes de l'exercice du pouvoir. Quand ils gagnent les élections, ça leur va. Quand ils ont des majorités absolues, ça leur va. Mais par contre, quand ils perdent les élections, quand les députés veulent exercer leur pouvoir de contrôle, quand il y a une opposition qui se met en place au macronisme et qui est une opposition solide et sérieuse, pas comme Le Pen qui fait le paillasson en soutenant M. Barnier, alors là, quand c'est ça, ils sont plus d'accord avec la démocratie, ils sont plus d'accord avec le respect des institutions et ils piétinent littéralement toutes les prérogatives du Parlement. Je rappelle quand même que Mme Braun-Pivet, qui fait sans arrêt des leçons et qui nous a mis des sanctions pour un oui, pour un non à l'Assemblée nationale, cette personne-là, elle a été élue, par exemple, présidente de l'Assemblée nationale avec 17 voix de députés ministres. Un scandale démocratique absolu, parce que s'ils n'avaient pas été là, c'était pas elle qui était élue, c'était André Chassaigne du Nouveau Front Populaire. Donc vous voyez, étape après étape, ils posent des actes qui sont des actes de mépris de la démocratie, de mépris des institutions, tout en accusant les insoumis sans arrêt d'être ceux qui ne respecteraient pas les institutions. Mais enfin, je suis désolé, Éric Coquerel, il ne fait que respecter les institutions et son rôle de président de la Commission des Finances, qui a ce droit donc de contrôle et d'aller chercher les documents budgétaires si jamais le gouvernement décide de ne pas les donner. Tous ces scandales démocratiques, on peut les régler par deux actes. La motion de censure du gouvernement Barnier, ça c'est sûr qu'on va le faire. Mais la motion de destitution, vous voyez bien que le problème qui est posé, il est à l'Élysée. C'est M. Macron qui tient toutes les rênes de ce pays et qui empêche l'exercice de la démocratie. Donc vraiment, j'insiste, il y a besoin que vous soyez dans un soutien à cette motion de destitution. Le plus simple, c'est la pétition. Et si vous l'avez déjà signée, bah, vous pouvez proposer à des gens autour de vous de la signer. C'est donc, je répète, macron-destitution.fr. Le troisième sujet dont je veux vous parler, c'est du scandale Aurore Bergé. Pourquoi ? Parce que l'ancienne ministre des Solidarités et de la Famille a parjuré, c'est-à-dire qu'elle a menti devant une commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Oui, menti devant une commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Et ça, c'est pas un petit acte, parce que c'est puni par le code pénal de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Et ce sur quoi elle a menti, c'est quelque chose de très grave, puisqu'il s'agit de nos enfants et des crèches privées du groupe People and Baby, qui s'occupent donc des enfants. Pourquoi a-t-elle menti ? Eh bien parce que lors d'une commission d'enquête de l'Assemblée nationale, l'ex-député insoumis William Martinet lui avait posé une question, c'était le 30 avril, et Madame Bergé avait répondu la chose suivante. Elle avait dit qu'elle avait juré n'avoir aucun contact avec le lobby des crèches privées, et elle avait précisé la chose suivante, elle avait dit « Je n'ai pas d'amitié, d'acquaintance, de relations personnelles avec aucune personne d'aucun lobby. Je le répète sous serment, je n'ai pas de lien personnel, intime ou amical avec Elsa Hervy. » Oui, sauf que voilà, il y a un journaliste d'investigation qui avait déjà travaillé sur le sujet, il s'appelle Victor Castagnier, qui avait déjà publié un premier livre sur ce sujet-là, qui avait révélé beaucoup d'éléments qui justement avaient mené à la création d'une commission d'enquête. Eh bien, ce Victor Castagnier, il sort un nouveau livre qui s'appelle Les Ogres, et dans lequel il révèle
que Aurore Berger avait envoyé un texto à son équipe. Bah oui, il y a quelqu'un de son équipe qui a témoigné. Elle avait envoyé un texto à son équipe et elle avait dit à propos donc de cette personne, Elsa Hervy, qui est donc une lobbyiste des crèches, elle avait dit « c'est surtout une copine, elle sera très aidante avec moi ». Ah oui, d'accord. Donc d'un côté, elle dit qu'elle n'a pas d'amitié avec Elsa Hervy, et de l'autre, donc ça c'est quand elle est sous serment, et de l'autre, elle envoie à son équipe « c'est surtout une copine ». Bah, excusez-moi, mais ça s'appelle du parjure, et c'est rigoureusement interdit à l'Assemblée nationale et rigoureusement interdit par le Code pénal. Donc, les Insoumis, nous avons fait une demande au bureau de l'Assemblée nationale, et ça pour le coup, là ça dépend de la présidente de l'Assemblée nationale. Mais nous avons fait la demande que Madame Berger puisse être jugée pour parjure, qu'on puisse traiter ce cas de parjure à l'Assemblée nationale, parce que c'est extrêmement grave. L'Assemblée nationale, c'est le lieu où s'exprime la souveraineté populaire. Ce que disent les textes, c'est que la souveraineté populaire s'exprime par les représentants à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Notamment, il y a d'autres structures dans lesquelles la souveraineté populaire peut s'exprimer, un référendum, le président de la République. En tout cas, l'Assemblée nationale, c'est un des lieux d'expression de la souveraineté populaire. Si jamais ceux qui contrôlent les dires des ministres reçoivent des mensonges, vous voyez bien que c'est votre contrôle à vous qui est entaché. Donc si jamais des gens mentent devant la représentation nationale, c'est d'autant plus grave que s'ils mentaient comme ça dans la vie quotidienne. Bon, on est habitué à ce que les macronistes racontent n'importe quoi, mais quand ils le font devant une commission d'enquête, c'est un point particulier et, en l'occurrence, c'est puni par le Code pénal, comme je vous l'ai dit. C'est un scandale majeur, c'est un scandale absolu, parce que ça voudrait dire qu'il peut y avoir donc des accointances entre le lobby des crèches et une ministre, et c'est d'autant plus grave que on apprend aussi que cette Elsa Hervy, elle aurait eu une participation dans le fait que soit limogé Jean-Christophe Combes, qui était le prédécesseur d'Aurore Berger. Et pourquoi c'est grave? Parce que justement, ce Jean-Christophe Combes, lui, il avait pour projet de s'affronter avec le lobby des crèches, parce que les faits qui sont reprochés à un certain nombre de crèches sont extrêmement graves. On parle de maltraitance des bébés, on parle de nourriture low cost, on parle de rationalisation des couches, c'est-à-dire on met pas assez de couches et on laisse les bébés dans leur urine ou dans leur défécation. Enfin, c'est des situations qui sont des situations de maltraitance très dures pour les enfants. Or, précisément, l'âge dans lequel les enfants sont dans les crèches, c'est l'âge de développement de leur cerveau le plus important. Donc, s'ils sont maltraités à ce moment-là de leur vie, ça peut avoir des conséquences qui ont des conséquences et des répercussions sur l'ensemble de leur existence. C'est pas un petit sujet, c'est pas un truc tout léger où on peut mentir et il se passe rien. C'est un sujet qui est gravissime. Si jamais Madame Berger a protégé une amie lobbyiste des crèches, c'est gravissime et elle doit pouvoir être jugée pour ce parjure qu'elle a commis devant l'Assemblée nationale. Donc moi, je voulais attirer votre attention sur ce sujet-là parce que j'en entends pas beaucoup parler dans les médias. J'ai vu qu'il y avait quelques articles de presse, il y a des journalistes d'investigation qui en parlent, mais c'est pas le sujet d'actualité dans les médias. Comme d'habitude, hein, sur les chaînes d'infos en continu, si jamais c'est un insoumis qui a fait un truc plus ou moins grave, genre prendre une voie de bus comme l'avait fait Sébastien Delogu, alors là, pour le coup, vous allez avoir les médias, les grandes gueules, tout ce que vous voulez, tous les médias de la Terre qui vont en parler en disant c'est un scandale, ils savent pas conduire, je sais pas quoi. Par contre, là, une ministre qui est parjure, bon, ça passe comme une lettre à la poste. Comme la députée du RN dont je vous parlais la semaine dernière, qui a utilisé son indemnité de frais de mandat pour payer des trucs privés, c'est comme si ça n'avait pas eu lieu. Vous voyez, il y a un deux poids, deux mesures dans le système médiatique qui est scandaleux et malheureusement, nous, on n'a que les outils comme celui-ci pour essayer de rééquilibrer la balance et de vous parler de ces sujets qui sont, à mon avis, des sujets cruciaux. Enfin, le dernier point dont je veux vous parler, c'est la fête de l'humanité. Parce que déjà, c'est dans mon département, l'Essonne, donc ça fait plaisir. C'est le cas depuis 2022, donc ça fait la 3e année. Et c'était un énorme succès que cette fête de l'humanité, puisqu'il y a eu 450 000 visiteurs. Vous avez peut-être vu circuler les photos lors des concerts où il y a un monde incroyable dans cette fête de l'UMA. Et la fête de l'UMA, c'est aussi un peu la rentrée politique de la gauche. Chacun fait un peu ses universités d'été un peu partout. Vous savez que nous, les Insoumis, on fait la nôtre à Valence. Mais là, c'est la rentrée politique de la gauche. Et c'est les Insoumis qui étaient un peu au centre de l'actualité politique, déjà parce qu'il y avait la motion de destitution. Et puis ensuite parce que il y a eu de nouveau des propos de François Ruffin qui ont été des propos très choquants vu qu'il a indiqué qu'il avait fait une campagne au faciès en donnant pas les mêmes tracts aux gens en fonction de leur couleur de peau. Et alors le comble de ça, c'est que on vient reprocher aux Insoumis quelque chose que François Ruffin dit avoir fait lui-même
mais que personne ne lui a jamais demandé de faire. Donc il y a eu un débat qui était assez intéressant d'ailleurs entre Raphaël Arnaud et François Ruffin, et où François Ruffin, après ses propos, a été quand même très mal accueilli par le public de la Fête de l'Humanité, ce qui est compréhensible parce que c'était des propos qui étaient extrêmement choquants et qui ont y compris choqué des gens qui le suivent et qui l'apprécient et qui aiment bien écouter ce qu'il raconte et qui se disent très choqués par les propos de Ruffin. Bon, ça c'était un des éléments un peu centraux de la rentrée politique, vu qu'il y a eu ce débat-là qui a eu lieu, et Raphaël Arnaud, à l'inverse, il a été accueilli très chaleureusement par des siamo tutti antifascisti. Raphaël Arnaud, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un de nos nouveaux députés qui a été élu à Avignon et qui a remplacé, qui a fait perdre un député Rassemblement National, et lui, il est devenu le député dans cette circonscription-là, donc une belle victoire contre le Rassemblement National local. Bon, ça c'est un des premiers éléments. Et puis, deuxième élément dont je veux vous parler, c'est que moi, il s'est trouvé que je me suis retrouvé au centre d'une, on va pas dire que c'est une polémique, mais une micro-polémique lancée par les médias d'extrême droite. Parce que j'ai eu droit au JDD, au Figaro, et qui est normalement censé être un journal plutôt de droite et pas d'extrême droite, mais enfin bon, apparemment ils en reprennent les méthodes. Et puis enfin, j'ai eu droit à Cyril Hanouna, sur la base de quoi? Sur la base d'une conférence que j'ai faite sur l'antiracisme. Alors c'est quand même la meilleure de l'année, parce que je fais une conférence sur l'antiracisme, dans laquelle j'explique qu'il y a, c'est d'ailleurs ce que je vous disais la semaine dernière, qu'il y a deux types de racisme. Un racisme actif, des gens qui sont littéralement convaincus qu'il existerait une inégalité entre les êtres humains en raison de l'origine, de la couleur de peau, ou de la religion par exemple, et puis de l'autre côté un racisme systémique existe dans la société qui est produit et reproduit par un certain nombre d'acteurs, d'ailleurs dans lequel les médias ont un rôle assez considérable. Et dans cette conférence que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur ma chaîne YouTube, il y a un moment donné où j'explique un cas personnel pour essayer de mettre tout le monde à l'aise en disant bon bah voilà, moi quand je suis arrivé à Paris pour faire mes études, j'ai cherché un logement et j'ai cherché dans les zones qui sont pas chères. Dans les zones qui sont pas chères, souvent il y a un certain nombre de personnes qui sont reléguées, et les personnes qui sont reléguées en raison, qui sont reléguées sur la question du logement, c'est souvent aussi des personnes qui subissent le racisme et que donc se retrouvent au même endroit beaucoup de personnes qui n'ont pas ma couleur de peau. Et j'expliquais que à mon corps défendant, et c'est quelque chose que j'ai compris plus tard, j'avais eu un sentiment d'insécurité. Pourquoi? Parce que les médias m'avaient construit dans la tête que beaucoup de personnes qui n'ont pas ma couleur de peau égale quartier populaire, et que quartier populaire égale insécurité. Et je le sais, qu'il y a énormément de gens qui ont déjà eu ce sentiment-là, partagent ce sentiment-là. C'est quelque chose qui est incrusté et contre lequel il faut lutter et qu'il faut déconstruire. C'est précisément ce que j'expliquais, c'est qu'il faut déconstruire les éléments qu'on essaye de nous faire rentrer dans la tête et les bêtises que racontent les médias, les bêtises qu'on nous fait rentrer dans la tête. Donc j'expliquais tout ça, et le Figaro a fait un visuel en disant « Antoine Léaumont confesse son racisme ». Alors c'était quand même... fallait quand même la chercher, parce que j'étais en train de dire il faut que chacun soit capable de déconstruire la part de lui-même qui peut céder à aux éléments qu'on nous fait rentrer dans la tête. J'étais en train d'expliquer que moi-même, ça faisait partie d'éléments que j'avais déconstruits, que justement, j'étais en train de faire une conférence sur l'antiracisme pour expliquer ce qu'était le racisme systémique, et me voilà repeint en raciste par le journal Le Figaro. Donc j'ai fait une réponse que je vous invite à aller lire, parce que, ma foi, c'est un travail de fond qu'on a fait d'ailleurs avec mon équipe, que je remercie. Vous pouvez trouver le lien, on vous le met en commentaire épinglé et dans la description, où je réponds au Figaro que je ne confesse pas le racisme, mais que je le combats. Et précisément, je pense que au journal Le Figaro, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels ils pourraient faire beaucoup mieux que ce qu'ils font pour travailler contre le racisme. Enfin, encore faut-il en avoir envie. Aujourd'hui encore, au moment où je vous fais la vidéo, la une du journal Le Figaro, c'est sur la question de l'immigration, et ça ne manque pas, vous avez un lien entre la question de l'immigration et la question de la sécurité, et c'est le sujet central. Bref, tout ça crée de la xénophobie, c'est-à-dire de la peur des étrangers, alors qu'on est dans un moment où, au contraire, il faudrait que l'ensemble du système médiatique travaille à déconstruire cette xénophobie, puisque le Rassemblement National a fait des scores importants. Bref, je voulais vous parler de ce sujet un peu rapidement, mais simplement pour vous inviter à aller lire cette note de blog, parce que je pense que ça peut vous intéresser. Peut-être que vous avez vu passer cette fake news du Figaro, ou peut-être pas, mais que vous l'ayez vu passer ou que vous l'ayez pas vu passer,
C'est une note dans laquelle j'ai mis un certain nombre d'éléments pour expliquer justement ce que c'est que le racisme actif, ce que c'est que le racisme systémique, les manières de déconstruire ça. Et je pense qu'un certain nombre de personnes, en lisant ça, peuvent avoir des sujets de réflexion, se dire « Ah tiens, c'est intéressant, j'avais pas vu les choses comme ça ». Et c'est précisément comme ça qu'on fait reculer les préjugés et qu'on fait reculer surtout, et c'est ça qui m'importe, les systèmes de domination. Parce que si on veut travailler à l'unité du peuple, et c'est l'objectif de la France Insoumise, vous n'aurez pas oublié que notre mouvement s'appelle la France Insoumise, l'Union Populaire, eh bien si on veut travailler à l'Union Populaire, il faut lutter contre tout ce qui divise le peuple français, qu'il s'agisse du sexisme, qu'il s'agisse de la discrimination en raison de la couleur de peau, de la religion, du genre, de l'orientation sexuelle, ou des discriminations, ou du handicap. Voilà ce que je voulais vous dire, voilà les sujets que je voulais traiter cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Je vous invite aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé parce qu'on les lit beaucoup avec mon équipe, on regarde et on est toujours très satisfait de voir que vous nous apportez des petits éléments d'amélioration ou même des encouragements, ça fait plaisir aussi, ou bien des sujets que vous évoquez. Moi, je les lis beaucoup, donc vraiment n'hésitez pas. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine actu politique de la semaine.